Imaginez un instant, un monde entier fait d'empires immenses, puissants, ultra connectés par le commerce. Une sorte de première mondialisation riche et complexe. Et puis, imaginez qu'en l'espace d'une seule génération, tout ça s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé vers 1200 avant notre ère. Un cataclysme mystérieux qui a mis un point final à tout l'âge du bronze. Le coupable désigné, un groupe énigmatique qu'on a appelé les peuples de la mer. Ces mots, c'est incroyable de se dire qu'ils ont plus de 3000 ans. Ils ont été gravés en urgence sur une tablette d'argile. C'est le dernier message d'un roi qui assiste impuissant à la destruction de son royaume. On peut presque sentir la panique, le désespoir absolu. C'est un véritable SOS qui nous parvient du fond des âges et qui nous parle d'une fin soudaine et terriblement violente. Ce qui est absolument fou quand on regarde cette chronologie, c'est la vitesse à laquelle tout bascule. On parle de moins d'un siècle pour que tout s'écroule. Des civilisations qui brillaient depuis des centaines d'années sont tout simplement balayées de la carte. Les Hittites, les Mycéniens, les grandes cités du Levant, toutes tombent les unes après les autres. Ce n'est pas une crise, c'est un anéantissement. On se retrouve donc face à ce qui est sans doute l'un des plus grands cold cases de l'histoire ancienne. Comment est-ce possible? Comment un monde si avancé, si interconnecté a-t-il pu s'effondrer aussi totalement et aussi rapidement? C'est ce mystère qu'on va essayer de démêler. C'est bien sûr la question centrale. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel désastre? Est-ce qu'on parle d'une catastrophe naturelle, d'une crise interne, économique et sociale qui aurait tout emporté? Ou bien, y avait-il vraiment un agresseur, un ennemi commun qui a mis ce monde à feu et à sang? Eh bien, il y a un survivant dans cette histoire. Ou plutôt un quasi-survivant. L'Égypte. Ils ont résisté, ils ont tenu bon, même s'ils en sont sortis extrêmement affaiblis. Et les Égyptiens, eux, nous donnent un nom. Sur les murs gigantesques de leur temple, à Médinat Abou, ils ont gravé pour l'éternité le récit de leur combat acharné pour la survie. Et ils pointent du doigt une coalition d'envahisseurs venus par la mer. C'est eux qui les ont baptisés, les peuples de la mer. Et on a même les noms qu'ils leur ont donnés. Des noms qui sonnent aujourd'hui comme un puzzle. Péléset, Tcheker, Sherden, ça ne nous dit pas grand-chose. Et c'est ça qui est fascinant. Qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? Les historiens ont plein de théories. L'Anatolie, les îles grecques, peut-être la Sicile ou la Sardaigne. Mais la vérité, c'est que personne ne sait avec certitude. C'est comme s'ils étaient sortis de nulle part, avaient tout détruit sur leur passage, avant de disparaître à nouveau dans les brumes de l'histoire. Bon, alors face à ce mystère, quelle est la première piste? La version, on va dire, la plus rationnelle, celle que la plupart des historiens soutiennent aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de chercher un seul coupable, mais plutôt de voir ça comme une tempête parfaite. Plutôt que de pointer du doigt un seul responsable, cette théorie nous parle d'un effet domino. Imaginez une série de crises, toutes liées les unes aux autres. Chaque problème en aggrave un autre, qui à son tour en crée un nouveau, jusqu'au point de rupture où tout le système s'écroule. Et voilà à quoi ressemble cette réaction en chaîne. Tout commence avec un changement climatique qui provoque des sécheresses et donc des famines. Quand les gens ont faim, ça mène à des révoltes, à des migrations massives. Le commerce, qui était le moteur de ce monde, s'arrête net. Et dans ce chaos généralisé, des groupes de guerriers profitent de la situation. Dans ce scénario, les peuples de la mer ne sont pas la cause de l'effondrement. Non, ils en sont le symptôme le plus violent et le plus spectaculaire. D'accord, cette explication est solide, elle est factuelle, elle se tient. Mais pour certains, ça ne suffit pas à expliquer la brutalité, l'échelle quasi apocalyptique de la destruction. Et si cette théorie, aussi logique soit-elle, était incomplète? S'il y avait une autre manière de lire les indices? Et si la réponse n'était pas à chercher sur Terre, mais bien plus haut? Alors là, attention, on change complètement de registre. On entre sur un terrain beaucoup plus spéculatif. C'est une théorie qui suggère que, pour comprendre les plus grands cataclysmes de notre passé, il ne faut pas seulement regarder sous nos pieds, mais aussi lever les yeux vers les étoiles. Au cœur de cette théorie, il y a un mot hébreu qu'on trouve dans le livre de la Genèse, Néphilim. On le traduit souvent par géant, mais sa signification littérale serait plutôt ceux qui sont descendus ou ceux qui sont tombés. Et la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est descendus d'où? C'est là que ça devient fascinant. Des auteurs comme Zecharia Sitchin ont popularisé une idée radicale. Et si nos textes les plus sacrés, comme la Bible ou les mythes sumériens, n'étaient pas que des fables? Et si c'était des récits historiques, mais qu'on aurait mal interprétés? Selon eux, les dieux de nos ancêtres, les Anunnaki en Mésopotamie, les Néphilim dans la Bible, n'étaient pas des êtres divins. C'étaient des visiteurs en chair et en os, venus d'ailleurs, avec une technologie si avancée que nos ancêtres l'ont prise pour de la magie. Cette approche, c'est un changement complet de perspective. Elle consiste à relire tous nos mythes avec de nouvelles lunettes. Les chars volants des dieux, ça devient des vaisseaux spatiaux. Leur pouvoir magique, une technologie de pointe. Leur récit de création, de l'ingénierie génétique. On passe d'un récit mythologique à un compte-rendu d'événements réels, mais mal compris. Selon ce récit, l'histoire de l'humanité serait donc intimement liée à ces visiteurs. Ils seraient venus sur Terre pour ses ressources,
auraient créé les humains pour les servir et leurs propres conflits auraient eu des conséquences dévastatrices ici-bas. Alors, dans ce scénario cosmique, les peuples de la mer, qui sont-ils? Eh bien peut-être qu'ils n'étaient que des pions, des armées humaines entraînées dans une guerre entre dieux, un conflit céleste dont ils ne comprenaient pas les enjeux. On se retrouve donc avec deux récits, deux verdicts possibles pour expliquer un seul et même cataclysme. C'est un peu comme les plaidoiries finales dans un grand procès, où l'accusé principal a disparu de la circulation il y a plus de 3000 ans. D'un côté, on a donc le chaos terrestre, une explication rationnelle, basée sur l'archéologie, la climatologie, qui nous montre à quel point nos civilisations sont fragiles et interdépendantes. De l'autre, on a le dessein cosmique, une lecture bien plus audacieuse de nos mythes qui redéfinit complètement la place de l'humanité dans l'univers. Le premier verdict nous parle de notre propre faillibilité, le second, de notre possible héritage stellaire. L'effondrement de l'âge du bronze et le mystère des peuples de la mer nous rappellent une chose essentielle. Le passé est plein de silence, de zones d'ombre. Alors face à ces ruines et à ces textes énigmatiques, comment est-ce qu'on construit nos récits ? Est-ce qu'on s'en tient fermement aux preuves tangibles ou est-ce qu'on ose imaginer ce qui pourrait se cacher derrière les mythes ? La réponse, au final, façonne notre propre compréhension de qui nous sommes.